Salut à tous et bienvenue sur l'Histoire à raconter. Dans cette émission, nous allons explorer les événements clés, les personnages importants et les influences culturelles qui ont façonné l'histoire de la Tunisie et qui continuent de marquer son identité. Nous sommes en 1881. La Régence de Tunis est une province de l'Empire ottoman depuis 1574. Les rapports avec l'Empire sont très mauvais. En effet, depuis la première moitié du XIXe siècle, les beys essayent de s'émanciper du contrôle de l'Empire. Mais cette politique fragilise la province tunisienne. Dans les années 1870, l'État tunisien s'est grandement endetté auprès des banques européennes, et sa population vit dans la pauvreté. En 1864, une révolte menée par Ali Ben Ghzehem éclate. La principale raison de ce soulèvement est le doublement des impôts payés par chaque habitant. Mais cette révolte est vite réprimée dans le sang par les soldats du bey, qui commettent des exactions et des confiscations de terres, ce qui aggrave encore plus la situation économique du pays. Les États européens, et notamment la France, voient d'un bon œil la dégradation des rapports entre la province tunisienne et l'Empire ottoman. Mais la rivalité entre ces puissances sur la question tunisienne commence à se faire sentir, en particulier entre la France et l'Italie. Lors du congrès de Berlin de 1878, la Grande-Bretagne et l'Allemagne encouragent la France à faire main basse sur la Tunisie. La Grande-Bretagne a en effet peur que l'Italie fasse mainmise sur le centre de la Méditerranée, ce qui l'empêcherait d'avoir un accès vers le canal de Suez. Mais les autorités françaises ont besoin d'un prétexte pour pouvoir pénétrer sur le territoire tunisien. Et ce prétexte sera rapidement trouvé. La France déclare tout simplement que la présence de la tribu Khmir au niveau de la frontière tuniso-algérienne menace sa colonie. L'armée française traverse alors la frontière algérienne et commence à occuper les terres tunisiennes. En France, une lutte politique éclate autour de la question tunisienne. Les journaux favorables au gouvernement accusent Sedr Bey de ne pas défendre les intérêts français et préparent l'opinion publique à une possible intervention militaire. Afin de justifier l'action de l'armée, ils décrivent les Khmir comme des brigands dangereux, voleurs, sauvages et fanatiques. Malgré les nombreux désaccords entre les différents ministres français, l'invasion commence. Elle débute au nord-ouest de la Tunisie, puis continue depuis la ville de Bizerte. Le 15 avril 1881, l'armée française en Algérie reçoit le signal de départ pour El Kef et Jendouba, qu'elle atteint le 27 du même mois. L'objectif est de soumettre la population et d'occuper les villes militairement. En réaction à cette invasion, Sedr Bey envoie son frère Ali Bey, l'héritier du trône, à la tête de 3000 hommes pour rencontrer les Français. Mais les sources divergent toujours quant à la raison de cette opération. Certains disent que ces troupes sont peut-être censées montrer à l'armée française que le bey a la volonté de pacifier la frontière et de protéger les intérêts français. D'autres affirment qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre pour surveiller les agissements des troupes françaises et que si la situation l'exige, Ali Bey attaquerait. Mais à 3000 contre 30 000, les chances de repousser l'envahisseur sont très faibles. Le 29 avril 1881, la ville de Tbarqa est la cible de la marine française qui la bombarde sans répit. Du côté de Bizerte, 3 navires arrivent le 1er mai depuis les ports de Marseille et Toulon. 3 autres bateaux arrivent depuis l'actuel Anneba. Le général Bréard est à la tête de cette force de 35 000 hommes. Il met la main sur Bizerte et son armée occupe la route jusqu'au Bardo. Le 11 mai, Paris envoie au général Bréard le texte du traité sous forme de dépêche chiffrée. Le 12 mai, sa cavalerie a complètement encerclé la résidence du bey Aksar Saïd. Théodore Roustan, le consul général de France en Tunisie, prévient le bey que l'armée française est arrivée au Bardo. Elle serait ici pour trouver un compromis avec le souverain au sujet des récents incidents survenus à la frontière algérienne. Les autorités françaises se plaignent des attaques qui seraient commises par la tribu Khmir du côté tunisien. Vers 16 heures, par un temps froid et pluvieux, un nombre important de cavaliers français encercle le palais.
Le bey monte sur la terrasse avec ses conseillers. Il tient à la main une longue vue qui l'aide à voir le mouvement des troupes. L'émotion le submerge et il ne peut pas contenir ses larmes face à une telle scène. Bréhard entre dans le palais qui est complètement cerné par sa cavalerie. Il est muni d'un appareil téléphonique pour correspondre avec ses troupes qui campent à la Manouba. Il apporte également avec lui un traité en double exemplaire. Le général lit le traité et Elias Moussali, l'interprète du bey, en assure la traduction. Le traité vient de retirer au bey la gestion des affaires étrangères ainsi que la défense du pays. Le général accorde 4 heures au bey pour accepter de signer le traité. Sinon, son armée occupera le Bardo et marchera sur Tunis. Le bey demande un délai de réflexion et le général accepte en lui accordant 2 heures supplémentaires. Bréhard refuse cependant d'ajourner la décision au lendemain et se retire dans une salle au rez-de-chaussée. Face à de multiples désaccords au sein du conseil, Sedr Bey cherche un moyen de faire sortir du palais le général Hamid Ibn Ayed afin de demander l'aide du consul d'Angleterre. Mais sa tentative est empêchée par l'armée qui encercle le palais. Vers 19h, sous la pression militaire et les retours de ses conseillers, Sedr Bey signe le traité. 4 signatures y sont apposées, celle du souverain, celle de son premier ministre Mostafa Ben Smaïl, celle du consul Roustan et enfin celle du général Bréhard. Il est possible que le fait que le traité maintienne Sedr Bey au pouvoir l'ait encouragé à le signer. Le texte du traité lui retire cependant toute souveraineté extérieure et annonce entre autres le maintien de l'occupation militaire des frontières. Le lendemain de la signature du bey, Jules Ferry, président du Conseil des ministres, fait une déclaration au gouvernement français pour justifier l'offensive. Il ne parle pas encore de protectorat, mais d'un traité de garantie ou traité de paix selon lui. Il faut que la Tunisie soit sous la dépendance française tant qu'elle ne méritera pas sa confiance et son amitié. Le 15 mai 1881, Sedr Bey envoie une lettre au sultan ottoman pour lui expliquer les raisons de son choix. Me voyant sous la pression de la force par sa présence près de ma résidence, j'ai dû, pour l'honneur et pour éviter une effusion de sang, signer ce traité sans examen ni discussion aucune, en lui déclarant que je signais contraint par la force. Pour la population tunisienne, cette affaire est loin d'être terminée. Une insurrection éclate après la signature du traité et l'imposition d'une contribution de guerre aux tribus impliquées dans les mouvements de résistance. Plusieurs villes résistent à l'occupation française pendant les mois qui suivent. Sfax est bombardée en juillet et Kairouan est assiégée en octobre. Gebes et Gafsa sont attaquées en novembre et plusieurs autres régions poursuivent la résistance à l'occupation française. L'étendue des dégâts humains et matériels causés par l'armée française sont importants. Les victimes tunisiennes n'ont jamais été recensées, mais à la lecture des rapports militaires, on peut tout de même les estimer à plusieurs milliers. La Tunisie ne retrouvera son indépendance que 75 ans plus tard, mais ça, ce sera une autre histoire à raconter.